FM 93.1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Une heure de vérité. L'actualité politique passée à la loupe tous les mercredis de 15h05 à 16h sur Taxi FM. Un débat sans passion et sans tabou sur les faits marquants de l'actualité politique au Togo. Une heure de vérité. Hugues Vignon-Atikpo et ses invités dans le débat politique du mercredi sur Taxi FM. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'émission Une heure de vérité est consacrée ce soir à la célébration de la journée internationale des femmes qui s'inscrit dans le fil d'un mouvement mondial sans précédent en faveur des droits des femmes, de l'égalité, de la justice. Le harcèlement sexuel, la violence et la discrimination à l'encontre des femmes ont fait la une des médias ces derniers temps et ont fortement suscité un débat public stimulé par une détermination affirmée à instaurer au changement. Dans le monde entier, des personnes se sont mobilisées pour un avenir plus équitable. La journée des femmes édition 2018 est l'occasion donc de transformer toute cette dynamique en action, de favoriser l'autonomisation des femmes dans tous les contextes tant ruraux et urbains et de célébrer donc les activistes qui travaillent sans relâche à revendiquer les droits des femmes et à réaliser leur plein potentiel. Le 8 mars est donc célébré dans le monde dans un contexte de défis permanents sur la place qu'occupent les femmes sur l'échiquier politique. Alors aujourd'hui, nous allons parler donc de ces droits des femmes avec des femmes engagées en politique au Togo. Elles se sont déterminées pour combattre les clichés donc de la limitation ou des clichés qui asservissent les droits des femmes. Elles se sont engagées pour défendre donc ces droits. Et quand je dis elles, nous avons sur ce plateau Madame Véronique Batalé, qui est la présidente des femmes solidaires du parti Obu. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur Hugues. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Également sur ce plateau, Madame Esther Gon, elle est la coordinatrice des femmes socialistes de la Convention démocratique des peuples africains, CDPA. Madame, bonjour. Bonjour, Hugues. Oui, merci d'avoir accepté notre invitation. Et pour compléter donc ce plateau, Sabine Donwourg, j'ai bien prononcé, c'est bien ça. Elle est la présidente de la Ligue nationale des femmes du parti ADI. Madame, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous parlerons bien évidemment de la thématique de cette année sur cette journée internationale de la femme, la participation des femmes ou la contribution des femmes pour la gouvernance publique. Mais bien avant, on va peut-être avoir vos idées sur la perception que vous avez de l'accès des femmes aux droits. Madame Véronique Batalé, je sais que vous êtes très engagée pour défendre les droits des femmes. Et quelle perception avez-vous de l'accès des femmes togolaises à leurs droits aujourd'hui? Merci Hugues. C'est une lutte mondiale et à laquelle a été associé le Togo. Le Togo ne vit pas sur une île, donc elle est dans le mouvement mondial et de ce fait a fait de cette journée du 8 mars sienne. Et les droits des femmes pendant longtemps. Et les femmes ont réclamé leurs droits. Les femmes n'avaient même pas le droit au vote, par exemple. Et aujourd'hui, nous louons Dieu que les femmes ont ce droit. Les femmes peuvent aller exprimer leurs droits en choisissant, par exemple, leurs élus locaux et leurs députés. Leurs présidents, c'est-à-dire ceux qui doivent chercher leur bien-être. Voilà. Alors que par le passé, les femmes n'avaient pas ce droit. Ce droit était essentiellement réservé aux femmes. Et aux hommes, si vous excusez-moi, ce droit était essentiellement réservé aux hommes. Et il y a eu des femmes qui ont mené cette lutte
Et aujourd'hui, les femmes ont accès à ces droits. On peut dire que le Togo est dans le mouvement mondial et le Togo aussi fait des efforts en ce sens-là. Bien sûr que oui. La preuve est que nous sommes dans ce studio. Ça aurait été des décennies plus tard. Je ne suis pas sûr que nous serons vos invités ici. Alors, Madame Estergon, est-ce qu'on peut aujourd'hui affirmer avec beaucoup d'optimisme que le mouvement est enclenché et que le travail inlassable que vous abattez tous les jours pour défendre les droits des femmes, est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde dans le rétroviseur, on peut dire que beaucoup d'efforts ont été faits dans ce domaine-là? Oui, merci. Je peux dire qu'il y a des efforts qui ont été faits, mais il reste encore à faire. Si on voit, par exemple, dans le gouvernement, le nombre de femmes qu'il y a, ça laisse à désirer. Au gouvernement, enfin, à l'Assemblée aussi. Et dans plusieurs secteurs, je crois qu'il y a beaucoup à faire encore. Alors, on va quand même apprécier ces efforts qui ont été faits. Dans quel secteur exactement ces efforts ont été véritablement faits pour l'accès véritable des femmes à leurs droits? Quels sont les secteurs qui sont quand même satisfaisants quand on parle des droits des femmes? Non, vous avez dit qu'il y a des efforts qui ont été enclenchés. Ouais. Je reconnais qu'il y a des efforts qui ont été enclenchés. Oui. Mais ça ne veut pas dire que ces efforts sont satisfaisants. Non. C'est pour ça que je dis qu'il y a encore des efforts à faire. Beaucoup d'efforts à faire. Voilà, beaucoup d'efforts à faire pour Mme Estergon. Mme Sabine Doug, c'est vrai que Mme Estergon disait qu'il y a beaucoup d'efforts à faire. Vous aussi, vous êtes quand même un peu pessimiste par rapport à ce qui reste à faire, ou bien déjà ce qui a été fait, on peut quand même se satisfaire de cela? Pessimiste, je ne sais pas si je pourrais me prononcer. Ça dépend du domaine dans lequel nous trouvons que des efforts ont été abattus. Justement, relever oui, permettez-moi d'abord de saluer la mémoire de tous ces hommes et surtout de toutes ces femmes qui sont parties pour la cause de la femme. Et donc, que la terre leur soit légère. Que ces femmes ou ces hommes sentent que là où ils seront, qu'ils se disent que nous sommes à pied d'œuvre pour vraiment un jour s'arracher ce droit auquel nous cherchons ardemment. Donc par rapport à votre question, pour revenir, c'est vrai que des avancées ont été réalisées, nous pouvons dire que des avancées ont été faites, mais beaucoup reste encore à faire, comme venait de dire ma soeur. Et si je prends par exemple l'accès de la femme à la terre, et au Togo ici nous avons vu comment la société civile surtout a mené un grand combat pour que ce droit revienne à la femme. Mais je peux dire que c'est juridiquement que ce droit a été légué à la femme. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est un triste constat, la pratique, elle est difficile. Et il y a de ces communautés encore qui résistent à donner ce droit-là à la femme, l'accès de la femme à la terre. Si je prends le Lévira par exemple, nous sommes dans une communauté, après tout, puisque nous sommes des Africains, et il y a encore dans ce domaine des communautés ou des religions qui n'acceptent pas que le Lévira ne soit pas pratiqué par la veuve. Donc vous voyez que même si nous disons qu'il y a une lutte envers ces domaines-là, mais cette lutte, elle est là, mais la pratique est autrement. Donc beaucoup reste encore à faire. Si je prends le couvent aussi des femmes, je ne conçois pas l'idée par laquelle on amène une jeune fille à l'école. Non, on n'amène pas une jeune fille, excusez-moi, à l'école sous prétexte qu'elle est vaudou, sous prétexte que non, depuis sa naissance, c'est comme ça, le vaudou, bien, les ancêtres ont révélé qu'elle doit faire le couvent et que cette fille-là, cette petite fille qui est appelée à devenir une grande femme demain, soit privée de l'éducation. Donc, vous voyez tous ces genres de choses. Nous ne pouvons pas parler d'avancée ou dire que les droits des femmes sont
en train d'être satisfaisant. Donc, disons que même si de part et d'autre, l'on crie, il faut le droit des femmes, mais en réalité, ce n'est pas encore ça. Ou du moins, dans notre société togolaise, beaucoup reste encore à faire. Madame Véronique Batele, si nous prenons par exemple l'accès à l'éducation pour tous, je crois que le gouvernement a fait un effort dans ce sens. Aujourd'hui, les jeunes filles comme les garçons bénéficient quand même de ce même droit pour l'éducation pour tous. Je pense que sur ce plan, également un travail remarquable a été fait. Bon, il est certes vrai que le gouvernement a pris l'initiative à ce que les jeunes filles aient accès à l'éducation. Et comme vient de le dire la coordinatrice des femmes de ADI, et c'est toute une question de culture. Il y a même des familles, des communautés qui refusent, qui se font cette violence, qui refusent à ce que la jeune fille aille à l'école, du moins jusqu'à un niveau. Donc, vous voyez, et l'effort du gouvernement rencontre des difficultés à ce niveau maintenant. Et certes, il est vrai que le gouvernement, l'État a voulu à ce que la jeune fille soit scolarisée jusqu'au niveau universitaire. Maintenant, il reste à mettre des règles en jeu et à sensibiliser les parents à ce que ce rêve devienne vraiment réalité. Madame Estegon, votre avis quand même sur la question, quand nous prenons par exemple l'éducation, où quand même on peut quand même dire que le cadre légal a été instauré quand même pour que les jeunes garçons et les jeunes filles puissent véritablement avoir le même traitement ou bien la même éducation pour toutes les catégories. Oui, on peut dire que le cadre juridique y est. Mais il faut des accompagnements pour que ça soit effectif. Bon, dans les pays limitrophes, je crois, ceux qui les ont vraiment mis en pratique, c'est vraiment, quand on dit gratuité de l'éducation, c'est vraiment la gratuité. Les élèves vont à l'école, ils prennent les cahiers, ils prennent les fournitures, ils prennent tout ce qu'il faut. Même il y a une cantine permanente qui est là. Donc les parents n'ont pas à se soucier du fait que bon, mon enfant va à l'école, combien je peux lui donner. Avec le coût de vie actuel, c'est vraiment difficile aux parents de pouvoir réaliser tout ça. Même si juridiquement, on le dit, il faut que l'accompagnement soit vraiment effectif. Et pour que les parents sentent que vraiment l'État les accompagne, à ce que les filles comme les garçons soient scolarisés de la même manière. Madame Sabine, donc vous pensez la même chose? Il faut véritablement des accompagnements, parce que certes la gratuité est là, mais après on assiste à ce que voilà, les enfants, on dit les professeurs ou les enseignants, on dit aux enfants d'amener encore de payer des frais additionnels et autres, et du coup on n'a pas le sentiment que vraiment tout est gratuit quoi. Je suis d'avis avec mes soeurs, l'intervention de mes deux soeurs. Vous voyez, monsieur le journaliste, l'essentiel n'est pas de dire à un enfant, prenez ce repas, mangez. Mais essayez de suivre comment est-ce que l'enfant mange. Est-ce que l'enfant mange avec appétit? Est-ce que l'enfant mange parce qu'il doit manger? Ou l'enfant mange parce que, bon, il a faim? Donc, juste pour dire que l'essentiel n'est pas que le gouvernement dise, bon, il y a gratuité de l'école. Et puis, bon, on revient, on s'assied dans les bureaux, on croise les bras. Ce qu'on devait faire, on a déjà fait. Non, c'est pas ça. Moi, je ne voudrais même pas aller dans d'autres domaines qui font que l'éducation même est basculée aujourd'hui. Vous savez ce dont je suis en train de parler, la grève par exemple des enseignants, un problème que ça fait, je peux dire près de 10 ans, qui ne trouve jamais de solution. Vous dites gratuité de l'école, c'est vrai, gratuité de l'école. Mais est-ce qu'il y a de ces mesures d'accompagnement qui permettent aux jeunes garçons comme aux jeunes filles surtout d'aller à l'école pleinement? Si je prends par exemple dans les amours les plus reculés, vous arrivez dans un village où à peine l'enfant, quand il se lève, il a de quoi manger une fois par jour. Et à ce parent d'élève de cette jeune fille-là, qui a peut-être 6 enfants, et qui a peut-être 6 enfants, sur 6 enfants, il a 2 filles, 4 garçons, et vous dites à ce papa-là, qui peine même
avec les récoltes qui vivent de l'agriculture, avec les récoltes, à nourrir ses 4 enfants ou bien ses 6 enfants et qui peinent à les nourrir. Et vous dites, bon, amenez les 6 enfants à l'école parce que l'école est gratuite. Il va amener les 6 enfants, mais qui va payer les cahiers? Si la scolarité, elle est gratuite, qui va payer les fournitures pour ces 6 enfants-là? Donc, vous voyez, est-ce que même en allant à l'école, il y a des écoles, moi je connais des écoles où quand il pleut, c'est fini, il n'y a pas cours ce jour-là. Parce que ce sont des apatams, ce sont juste des choses qu'on a fait juste pour que des enfants même qui s'assiedent même à le sol pour suivre des cours. Donc moi je pense que nous ne pouvons pas dire qu'aujourd'hui il y a gratuité d'école, c'est vrai, mais que nous avions les conditions remplies pour que la jeune fille, ou du moins si les enfants aillent à l'école librement et aisément pour pouvoir réussir leur éducation. Donc disons que surtout dans le domaine de l'éducation, il n'y a pas de suivi. Par exemple, nous avons le ministère de l'Action sociale, par exemple, et au sein du ministère de l'Action sociale, nous avons la direction du genre. Nous avons aussi la direction de l'enfance. Mais je me dis que ces 2 directions-là sont chargées de suivre pour voir les statistiques. Nous avons par exemple la rentrée 2017-2018, à la rentrée 2017-2018 jusqu'en fin d'année, du CP1 jusqu'à peut-être en terminale. Quel a été l'effectif du nombre des filles du CP1 jusqu'en terminale? Leur taux de réussite. Bon, voilà, on a eu tel taux de réussite. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces filles-là aillent à l'école et qu'on obtient un taux ou bien un pourcentage de réussite très élevé? Il n'y a pas tout ce suivi-là. Les parents sont abandonnés à eux-mêmes. L'enseignement, voilà, nous savons ce que c'est qu'aujourd'hui, l'enseignement, il y a de ces grèves un peu partout. Nous pouvons dire que depuis la rentrée, combien de fois les élèves ont été à l'école? Et cette jeune fille-là qui va revenir le soir, au même moment avec le garçon est en train de jouer le ballon. Et c'est la fille qui est en train de laver les assiettes, c'est la fille qui est en train de faire la cuisine. Donc vous voyez, de ce genre de choses, c'est vraiment difficile pour la fille d'aller pleinement s'occuper de son éducation. Mais nous disons que nous ne devons pas nous asseoir là et dire que voilà, c'est notre travail de toujours réclamer, de toujours dire non. Il faut qu'il y ait du changement, il faut qu'il y ait de l'amélioration. Mais je pense que ça va arriver. Alors, outre l'éducation, il y a aussi, Madame Batalé, l'accès aux services sociaux de base. Est-ce que aujourd'hui la femme a accès librement à ces services sociaux de base qui lui permettent également, par exemple, si elle est malade, par exemple, est-ce que la femme peut véritablement se soigner? Est-ce que ces services sociaux de base existent réellement pour que la femme, parce que ça fait, le droit à la santé fait partie aussi de ces droits-là de la femme. Est-ce que vous avez aussi cette impression-là que la femme a accès aisément et librement aussi à ces services sociaux de base? Non, le problème même lorsque vous parlez de femmes, bon certes, bien sûr que je suis une femme ici, si nous parlons même des services de base de façon générale, prenons le cas de la santé, pour les populations togolaises en général, c'est un fiasco. Et maintenant, parler encore de ces services de base pour une femme, là c'est le comble. Les statistiques nous le prouvent. Et il y a les femmes, surtout, prenons le cas des femmes en milieu rural. Ces femmes, les statistiques nous montrent qu'elles font plus du quart de la population mondiale, les femmes rurales, et qui labourent les terres, qui plantent les semences pour assurer la sécurité alimentaire. Mais ces femmes n'ont pas accès aux terres. Il faut qu'elles attendent à ce que les hommes leur accèdent un peu de parcelles. Maintenant, c'est avec ces petites parcelles-là qu'elles arriveront à subvenir à leurs besoins vitaux. Manger d'abord pour parler de la santé, là vraiment c'est difficile. C'est compliqué. Nous voyons tout ce qui se passe et nous ne voilons pas la face et disons les choses telles qu'elles se passent. À Lomé encore, estimons-nous heureuses, les femmes. Allez voir ce qui se passe en milieu rural. Je crois que c'est ce travail de fond que
l'ONU Femmes a dû faire, et aujourd'hui, elles se sont penchées sur le thème-là en disant les activistes rurales et urbaines transforment la vie des femmes. Elles y ont pensé. Il y a certainement qu'elles ont eu beaucoup de cris, beaucoup d'appels. Aujourd'hui, la journée là, et vous allez dans les villages, dans les milieux ruraux, les gens ne savent même pas ce que c'est. Ou bien c'est aujourd'hui seulement qu'on tend les micros, juste pour prendre certaines informations. Et puis c'est fini, on vient les caser dans les armoires. Ça fait encore 1 an après. Aucun suivi. Et pourtant, comme l'a dit ma collègue Sabine, il y a 2 directions au niveau du ministère de l'Action sociale. La direction genre et la direction scolarisation. Voilà, il n'y a pas de suivi. Donc du coup, on ne sait pas ce qui se passe. Les gens attendent encore jusqu'à février pour courir encore de gauche à droite pour voir où est-ce qu'on en était la dernière fois, et on commence et on fait du surplace. Du coup, rien n'avance. Mais notre souhait, c'est qu'un jour, nous aussi, nous arrivions aux statistiques européennes. Merci. Alors, le gouvernement a choisi comme thème national, parce qu'il y a le thème mondial et le thème national. Le thème national parle donc de la participation des femmes à la gouvernance publique. Vous savez que nous sommes en année 2018, et 2018 c'est une année électorale au Togo, avec bien sûr les locales et les législatives. Alors, d'abord, avant de revenir sur cette participation des femmes, je voudrais que vous partagiez avec nos auditeurs votre expérience en tant que présidente ou coordinatrice des femmes au sein de vos partis politiques respectifs. Nous avons OBU, nous avons CDPA et nous avons ADI. Est-ce que aujourd'hui vous travaillez à renforcer les capacités des femmes, des militantes qui sont dans votre association, pour que les femmes puissent prendre le devant des choses? Madame Sabine Douok. Permettez-moi de revenir un peu en arrière pour renchérir ce que ma sœur Véronique de Lobby vient de dire par rapport aux soins de base des femmes. Le ministère de la Santé et le ministère de l'Action sociale ont eu à parler du karma. Et le karma, c'est-à-dire qu'aucune femme ne doit mourir en donnant vie. Ouais. Et le karma, c'était quoi? Lorsque vous allez pour un accouchement, et s'il arrivait qu'il y a une intervention chirurgicale, vous payez seulement le kit à 10 000 francs. D'autres temps, vous allez jusqu'à 200, 300 000. Vous payez seulement le kit à 10 000 francs. Et bon, les soins sont faits jusqu'à ce que l'accouchement et vous obtenez votre bébé. On se rappelle même que le chef de l'État a même le chef de l'État, voilà, lui-même, en personne, a fait le lancement de ce projet. Mais fort est de constater aujourd'hui que, je suis désolée, malheureusement, ce n'est pas ça. La karma, elle a été lancée comme projet, mais nous avions l'impression que c'est un projet où les gens se sont endossés pour juste bouffer, se faire fortune. Lorsque vous arrivez au CHU, prenez une femme, le CHU même, c'est trop dire, nous sommes à la capitale. Lorsque vous avez une femme au village, par exemple, quelque part dans le Kbenjal, qui est allée à l'hôpital dans un dispensaire, qui n'a même pas un lieu où elle peut se coucher pour mettre au monde son enfant, qui a eu des complications et qu'il savait qu'on doit évacuer cette dame. D'abord, il n'y a pas d'ambulance pour évacuer cette dame. Il n'y a même pas, je ne sais pas, un moyen de déplacement mis à la disposition de ce dispensaire-là en cas d'urgence. La femme, elle est là. C'est la famille qui se débat. Peut-être, j'en ai vu même dans un village où on a pris une femme dans la charrue des ânes pour la mener à plus de 100 km en ville, à Dapon, là-bas. Donc, vous voyez, le temps même d'arriver, les femmes perdent leur vie en cours de chemin. Et ça fait 2 pertes en vie humaine. Et la femme et le bébé. Celles-là qui ont la vie longue, qui arrivent à arriver à l'hôpital, quand ils arrivent, mais malheureusement, quand vous payez 10 000 pour les kits, qu'est-ce qui se trouve dans ces kits-là? C'est rien que du sérum,
glucosé, c'est rien que du sérum glucosé et du sparadrap, c'est fini. C'est en ce moment que les sages-femmes vont se mettre à vous faire des ordonnances pas possibles. Quand vous arrivez, vous payez 10 000, le kit vous ouvrez, c'est rien que du sérum glucosé et du sparadrap. Et c'est en ce moment qu'on va vous faire des ordonnances au-delà de 100 000, 150 000. Voyez cette femme-là, rurale là, qui a de la peine, qui vit de l'agriculture, qui a de la peine à survivre, de même que son mari dans leur foyer, et qui arrive à l'hôpital, au moins pour des urgences, laisser la dame accoucher, et après peut-être, s'il y a des dettes, faites savoir au mari que c'est... Mais les sages-femmes disent non, il faut payer des produits d'abord avant qu'on intervienne chirurgicalement. Et même moi j'en ai vu des chirurgiens qui n'étaient même pas de service, qu'on les a appelés pour des urgences, pour la césarienne des femmes, qui ont demandé à ce qu'on leur paie le déplacement même pour venir intervenir. Donc vous voyez, ça fait que quand le monsieur prend l'ordonnance ou la famille de la dame, le temps même d'aller revenir pour dire que peut-être il retourne au village pour aller chercher les moyens, cette femme-là, elle perd la vie. Est-ce que vous pensez que dans ça, nous pouvons dire que ce projet a été un succès? Je ne pense pas. Et je me demande, un chef d'État même qui lance ce projet, est-ce quel suivi il fait? Je me dis qu'en réalité, pour une bonne gouvernance, qu'un chef d'État lance un projet et qu'il y a de ces personnes ressources qui doivent suivre le projet, mais c'est un devoir pour ces personnes ressources-là de revenir vers le chef d'État, ou c'est aussi un devoir à ce chef d'État-là de leur demander de lui faire la situation du projet. Mais nous ne voyons rien de positif de ce projet. On dirait que les gens ont profité de ça. On va dire Karma, projet Karma, c'est la coordinatrice. Projet Karma, c'est le chargé de ceci. Projet Karma. Et les gens se font de l'argent dans le dos de la pauvre population togolaise. Donc aujourd'hui, parler des soins de base au niveau de la femme, nous n'avons pas ça. Et vous savez dans quelles conditions nous soignons au Togo ici. Pourquoi chaque temps, vous êtes journaliste, vous savez mieux que moi, les gens viennent à votre niveau pour dire arrêtez les produits de rue, arrêtez les produits de rue. Mais nous n'avons pas de choix que de prendre les produits de rue. Au moment où moi je suis malade, je n'ai même pas 1000 francs pour aller payer juste les frais de consultation jusqu'à me faire consulter et obtenir une ordonnance où je peux payer les produits pour me faire soigner. Donc, nous lançons un appel aux autorités togolaises de faire un effort, même si nous savons qu'ils n'aiment pas leur population, mais même si vous n'aimez pas votre population, laissez-leur vivre au moins dans leur pauvreté, ne les tuez pas. C'est un abattoir, quand vous allez dans les hôpitaux, c'est un abattoir. Une femme qui veut accoucher a besoin, avant même l'intervention chirurgicale, des poches de sang. Quand vous allez au service de transfusion sanguine à Adéhu ici, c'est avec toutes les peines que vous allez pouvoir vous procurer une poche de sang, et qui d'ailleurs est payant. C'est pas normal pour des personnes qui sont en urgence qu'on dise qu'un centre national et qu'on doit venir il faut peut-être faire des affaires, ou bien en ce moment on vous demande qui vous a envoyé avant de pouvoir vous procurer une poche de sang qui n'est même pas gratuite. Oui, le constat aussi c'est que les gens ne vont pas pour faire des transfusions. Les gens ne vont pas, mais les poches de sang ne manquent pas, ce que je sache à ce centre. Les poches de sang ne manquent pas. L'oxygène aujourd'hui, combien d'hôpitaux ont de l'oxygène? Pour des femmes qui doivent être césarisées, il faut de l'oxygène pour les réanimer. Mais nous n'avons pas d'oxygène. Moi, il n'y a même pas, excusez-moi, c'est peut-être sorti hors du cadre. Il n'y a même pas une semaine, j'ai perdu un oncle. Mais c'est les frais d'hospitalisation qui étaient élevés à plus de 400 000, c'était l'oxygène. Est-ce que le CHU nous a expliqué comme quoi le gouvernement ne procure pas l'oxygène dans les CHU? Donc, c'est les CHU eux-mêmes qui sont obligés de commander de l'oxygène et de revendre aux malades. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Et maintenant, souvenez-vous maintenant que pour une femme comme ça qui arrive dans un état d'urgence et qu'on va dire que bon, l'oxygène en 30 minutes, ça fait 50 000. Où est-ce que cette femme-là va trouver les moyens? Donc, parler des soins de base au niveau des femmes, c'est nul et nul de fait, et le gouvernement doit faire vraiment un effort dans ce sens. Alors, voilà, pour ce témoignage-là, par rapport donc à ces soins, à ces services sociaux de base, vous êtes appesanti véritablement sur les soins de santé qui constituent donc la croix et la bannière, surtout avec les exemples que vous avez donnés au nord du pays.
Alors, revenons quand même à la thématique de cette année, la participation, la contribution des femmes à la gouvernance publique. Et je demandais, vous allez peut-être partager avec nous les expériences avec les femmes au sein de vos partis politiques. Est-ce que vous outillez vraiment les femmes, les militantes, pour véritablement prendre le bon bout et également essayer, pour que ces femmes puissent essayer quand même de prendre la direction des affaires, puisque c'est de ça qu'il s'agit. On ne trouve pas véritablement des femmes dans les postes décisionnels. Merci beaucoup pour la question. Je vais poser la question à Esther Gordon et puis vous allez compléter. Au niveau, par exemple, de la Convention démocratique des peuples africains, CDPA, est-ce que cette formation est continue pour vos militantes? Oui. Nous avons même une structure qui se charge de ça, de la formation des militants. Et en plus, je vais remercier la GF2D, en profiter pour remercier la GF2D qui nous forme très souvent. Donc, avec leur thématique, on essaye de former la base aussi. Donc, il y a de ces formations que nous faisons très souvent au siège. Je peux dire que chez nous, c'est la plupart les premiers lundis. Donc, il y a de ces formations à la CDPA. C'est quel type de formation? Quelles sont ces thématiques-là que vous enseignez à vos militantes? Nous leur parlons de la politique actuelle. Elles posent des questions, on leur répond, on les forme aussi sur la gouvernance. Celles qui ont envie de briguer des postes, on les forme sur gouvernance locale et tout ça. On leur fait des formations. Bon, ça passe, il n'y a pas de souci. Voilà. Maintenant, Véronique Batalé, vous êtes à cheval quand même sur ces questions. On a vu l'année dernière, les femmes solidaires ont eu quand même à participer à plusieurs formations. Quelles sont ces thématiques-là que vous développez à vos militantes? Merci. Alors, nous formons au but. La formation est très importante pour nous. Et la preuve est que nous avons même une cellule spécialement dédiée aux femmes. Et chaque année, au but, organise des manifestations pour célébrer la journée du 8 mars. Même si ce n'est pas le jour J, nous le faisons des fois en différé. Et même à partir de ce mois, tout le mois de mars, par exemple, nous formons nos femmes, nous leur parlons politique, surtout de la gouvernance locale. Parce que bientôt, les échéances locales, et la décentralisation, qui parle de décentralisation parle de la démocratie à la base. Et ça implique énormément les femmes et les jeunes. Et nous formons nos femmes, nous faisons des universités politiques. Elle vient de le dire, nous avons l'appui, tous les partis politiques sans exception Togo ont l'appui du GF2D qui les accompagne. Et lorsque nous revenons, nous sommes outillés, nous revenons à notre base, nous leur transformons, nous leur transmettons les connaissances acquises. Et l'année passée, si je prends l'année dernière par exemple, lors de cette journée du 8 mars 2017, nous avons invité un notaire qui est venu nous parler des droits successoraux. Effectivement, et les femmes ont été très 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 intéressées et on avait prévu la communication qui avait été prévue pour 1 heure du temps, on a dû prendre plus de 2 heures du temps parce que beaucoup de femmes méconnaissent leurs droits. Les femmes ne savent pas que lorsque par exemple je suis une épouse et que mon époux venait à mourir, que je suis veuve, je mérite des droits. Mes enfants et moi, on en a parlé et les femmes étaient vraiment très contentes. Et je crois que effectivement la formation manque.
la formation manque. Même l'État ne forme pas sérieusement les femmes à leur niveau pour parler des partis politiques. La formation, et c'est une question de moyens aussi. Hein. Nous faisons de notre mieux et au sein de notre parti, et nous nous réunissons chaque jeudi et nous formons les femmes surtout sur les activités génératrices de revenus. Parce que qu'est-ce qui pose problème aux femmes aujourd'hui? Et c'est le manque de moyens, la pauvreté, la misère. Et la misère aujourd'hui au Togo a un visage beaucoup plus féminin. Et nous parlons aux femmes comment se prendre en charge. Alors, Madame Sabine Doug, est-ce qu'on peut avoir une idée sur comment ça se passe au niveau du parti ADI? Par exemple, est-ce que vous organisez régulièrement des formations à l'endroit des militantes? Au niveau du parti ADI, je peux dire que le parti ADI a accordé une place importante à la femme au sein du parti. Donc, nous avons par exemple la Ligue nationale des femmes, dont je suis la présidente. Et au niveau de la Ligue nationale des femmes, nous avions eu à insérer des sections dans chaque préfecture du Togo. Donc, ces sections aussi ont leur comité de direction. Donc, nous avions, au niveau de la Ligue nationale, établi un programme qui fait qu'on touche presque toutes les sessions de la préfecture. C'est un chronogramme que nous avions eu à établir. Quelles sont les activités que nous menons avec les femmes? Nous avions essayé de chercher des thèmes qui puissent aller avec l'émancipation de la femme. Par exemple, nous leur formons sur la participation active de la femme à la vie sociopolitique. Parce que nous savons tous, vous convenez avec moi, que les femmes sont un peu réticentes lorsqu'il s'agit de s'impliquer activement à la vie politique. Elles se disent que c'est peut-être un travail difficile, mais moi je leur dis toujours, du moment où je suis femme, je suis dedans, donc il faut qu'elles croient en elles-mêmes, qu'elles se disent que c'est quelque chose qu'on peut surmonter et que, en tant que citoyennes, nous devons ensemble gérer la chose publique. Nous leur formons aussi sur la prise de parole. Les femmes, lorsqu'elles se réunissent entre elles, comme nous sommes ici avec mes soeurs, nous disons tout. Même comment est-ce que, excusez-moi, c'est vrai que c'est sur une chaîne, comment est-ce que même nous nous entretenons avec nos maris ou autre, ça, nous disons tout, nous n'avons pas à nous cacher quoi que ce soit. Mais il suffit que vous soyez, qu'elle soit dans une réunion aux côtés des hommes, quand on va poser la question, qui a quelque chose à dire, elle ne lève pas le doigt pour parler. Mais à la sortie, elles sont en mesure Elles sont intimidées par les hommes? Bon, je me dis, elles se disent que, bon, moi, en tant que femme, est-ce que si je dis on va prendre ça en compte, surtout qu'il y a les hommes parmi nous, est-ce que moi, si je donne mon point de vue, est-ce que ça serait pris en compte? Et ça fait qu'elles sont réservées sur elles-mêmes. Mais quand elles sortent de ces réunions, vous voyez comment elles font des commentaires. Donc, nous leur formons sur la prise de parole. Comment est-ce que, dans un groupe, la femme doit être en mesure, même si c'est 100 hommes sur la seule femme, qu'elle soit en mesure de s'imposer. S'imposer ne veut pas dire une dictature, mais arriver à arracher la parole qui puisse attentionner ou impressionner la réunion. Nous leur formons aussi sur comment fructifier leurs AGR. Parce que la plupart de nos femmes font des activités commerciales. C'est le commerce. Donc, nous disons que si la femme n'est pas autonome financièrement, il leur serait un peu difficile d'avancer dans d'autres domaines. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est les moyens financiers qui sont devant. Donc, nous leur formons aussi sur la fluctuation, comment gérer leur activité génératrice de revenus pour que les petits prêts qu'elles font de gauche à droite dans les microfinances, que demain, nous n'entendons pas de ces femmes qu'on va dire, une femme a été interpellée à la gendarmerie au commissariat parce qu'elle doit une microfinance, tout ça. Là. Nous leur formons aussi sur leur droit de vote. Parce qu'aujourd'hui, nous disons non à l'intimidation. Qu'une femme aille dans un bureau de vote et que des membres du bureau de vote ou que des présidents du bureau de vote ou que des gens se permettent de leur dire c'est ici que tu vas appuyer pour peut-être un achat de conscience ou peut-être dire que cette femme-là, elle est analphabète, si je lui dis ce qu'elle va faire, c'est ce qu'elle va faire. Nous leur formons sur la vigilance lors du vote. Nous leur formons aussi sur les capacités de s'unir entre elles, d'être en réseautage
Parce que lorsqu'elles ne sont pas unies aussi, il y a de ces petites failles-là qui vont rentrer et qui peuvent leur diviser. Donc, bref, nous avons beaucoup d'activités au niveau de l'ADI que nous menons avec les femmes et que nos réunions, en réalité, au niveau du comité de direction de la Ligue des femmes, c'est bi-hebdomadaire, c'est chaque 2 semaines. Mais sur les 2 semaines, nous trouvons toujours un jour disponible pour aller à l'intérieur, pour rencontrer nos militantes, pour qu'ensemble nous échangeons et pour cette formation-là. Alors, j'ai entendu une femme leader dire qu'il n'existe aucune femme, aucun ménage qui ne ressente les vicissitudes de la crise actuelle au Togo. Alors, je voudrais vous poser la question, est-ce que vous la vivez au quotidien en tant que femme, mère ou épouse, la crise actuelle que traverse le Togo depuis quelques mois déjà, avec bien évidemment son cortège de manifestations, de rues, de revendications, de ci et de là. Madame Véronique Batali. Si nous disons aujourd'hui que nous n'en sommes pas et nous ne vivons pas cette situation, eh bien c'est que nous sommes très inconscientes. La preuve est que c'est nous qui allons dans les marchés. Hein. C'est à nous qu'on remet la popote entre griffes. Et quand nous allons, c'est nous qui subissons les prix sur le marché. Tu ne peux pas revenir à la maison parce que ce que tu as apporté n'est pas suffisant et que ta famille ne mange pas. Tu te débrouilles avec ce que tu as. Et j'avoue que les prix sur le marché sont suicidaires. Et les prix pour le minimum nécessaire. C'est actuellement ce qui est achetable, entre griffes, hein, ce que tu peux prendre facilement au marché, ce sont les oignons et les tomates fraîches. En dehors de ça, le reste vraiment, j'avoue que... Et cette situation a fait que nous avons beaucoup de faux produits, de produits contrefaits au marché. Mais bon, on fait avec, on se dit que bon, pourvu que l'on remplisse le ventre. Et mais là, c'est très dangereux. C'est très dangereux dans la mesure où c'est quand vous allez, l'enfant va tomber malade. Même quand l'époux va tomber malade, c'est la femme qui est appelée à rester à ses côtés. Donc la crise est suissante. Alors, est-ce qu'on peut dire que la situation est aujourd'hui lamentable quand nous évaluons l'impact de cette crise sur les ménages? Est-ce qu'on peut dire que actuellement c'est assez grave ce qui se passe actuellement? C'est extrêmement grave. Il suffit de faire un petit tour au marché, de s'asseoir, de prendre un coin, de s'asseoir et d'observer à peu près ce qui se passe. Il y a des passants, mais il n'y a pas d'acheteurs. Les femmes sont là à se plaindre tout le temps à longueur de journée, alors qu'elles ont des crédits qu'il faut payer. C'est une situation vraiment invivable. Et en plus, cette situation fait que, comme on l'a dit tout à l'heure, les contrefaçons. Vous voyez les petits bonbons de 25 francs qu'on vend aux enfants? Qui va prendre son sucre et chocolat et faire des petits bonbons et donner aux enfants? Vous allez dans les hôpitaux, les enfants sont là, on dit plaie, palu et tout ça. Et c'est déplorable ce qui se passe. Je crois qu'il faut vraiment que le gouvernement prenne conscience des choses et qu'il y ait un regard vraiment sérieux à la chose. Et en plus, le Togo, on va parler du maïs. Il y a Ansat qui est là, qui prend le maïs chez les paysans. Regardez le bol du maïs, enfin le prix du bol du maïs, c'est pas possible. Avec une famille de 6 enfants, comme elle l'a dit, il faut combien de bols par semaine? Et combien peuvent le faire? Le maïs est là, la tomate elle est là, elle va partir bientôt avec le piment et tout ça, ça va partir. Les ménages vont faire comment? Ils sont obligés de se rabattre sur les haricots que les bonnes femmes vendent. On ne peut pas survivre avec cette situation. Alors, si on vous demandait, par exemple, quelle contribution la femme peut jouer pour régler cette crise-là, quel pourrait être le rôle de la femme pour régler cette crise-là? Nous avons déjà une femme à la tête qui se charge Vous voulez parler de Brigitte Adjamabo-Johnson? Oui, c'est une femme. Ouais. Elle se bat vraiment pour que cette situation, on trouve rapidement une solution à la situation. Mais au-delà de ça, il faudrait que les femmes
prennent conscience que vraiment, à chaque étape des crises dans le monde entier, c'est les femmes qui se sont levées à un moment donné pour dire que ça suffit. Donc il faudrait que cette conscience-là revienne au niveau des femmes togolaises pour que vraiment on s'asseye, qu'on en parle sérieusement. Parce que là où on va, c'est pas, je vais dire, c'est pas joli. Avec la crise économique, les institutions qui ne marchent pas, c'est comme si rien ne bougeait dans le pays. On stagne. Et c'est pas normal. Ça va perdurer jusqu'à quand? Donc, il faudrait que cette situation-là soit réglée le plus rapidement possible. Alors, Madame Sabine, quelle proposition de sortie de crise qui peut venir de vous, les femmes? Quelle contribution vous pouvez faire? Tout d'abord, avant de répondre à la question, j'aimerais souligner que la situation sociopolitique actuelle du Togo, elle frappe tout le monde et dans tous les secteurs. Mais quand vous allez au grand marché à Sigame aujourd'hui, lorsque vous arrivez à Sigame, l'ambiance, l'embouteillage, même vous avez de la peine à passer d'antan avant. Mais aujourd'hui, quand vous arrivez, on dirait que les femmes sont arrivées au marché parce qu'il faut arriver. Les commerçants qui ont des boutiques, moi j'en ai vu des commerçants fermer des boutiques et aller rester à la maison parce que il n'y a pas le marché et ils ne peuvent pas se mettre à payer sur des boutiques à plus de 100 000, un seul magasin au moment où ils ne vendent pas. Il y avait les étrangers, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Bénin, le Ghana qui affluaient au Togo pour faire des achats. Quand vous arrivez, vous entendez, on parle l'anglais ici, vous entendez un accent ivoirien, vous savez que c'est des étrangers qui sont venus. Mais tout ce monde-là ne vient plus. Tout ce monde-là ne vient plus. Il y a plein de stations des pays voisins. Mais quand vous allez maintenant à cette station, c'est vide. Ils n'emballent plus de colis. Ils ne viennent plus pour faire. Parce que la situation sociopolitique, elle ne va pas du tout au Togo. Et ça frappe tous les domaines. Maintenant, en tant que femme, qu'est-ce que nous pouvons faire? Je salue d'abord le travail ardent de la coordonnatrice de la coalition du groupe des 14, Madame Brigitte Adjamagbo, qui vraiment abat un grand travail et que j'admire beaucoup. Et par rapport à cette situation, je peux dire que les femmes, nous aussi, nous essayons de faire de notre mieux. Vous avez été au courant du travail que les femmes de la coalition du groupe des 14 ont eu à faire, même jusqu'à on a fait une marche la dernière fois et on est arrivé au niveau du collège des plateaux avec des meetings et on est reparti. Mais cette marche, c'était une marche vraiment gigantesque. Et nous, on ne s'attendait pas à ce beau nombre-là qui est sorti accompagner les femmes dans leur lamentation. Et nous avions décidé de porter le noir pour vraiment dire que nous sommes en détresse en tant que mère. Nous n'en pouvons plus. Nous crions, personne ne veut nous entendre. Donc, il est temps que nous-mêmes, nous prenons notre dessein en main. Donc, nous disons que si les autorités togolaises se disent que peut-être, bon, le sort du Togo, on dirait que le Togo, c'est une poupée. Chacun prend, il s'amuse comme il veut et il dépose. Nous disons en tant que mère, non. Parce que lorsque les gens sortent, ils subissent les conséquences de la crise. C'est nos enfants qui meurent. Lorsqu'il y a des marches, on tire à balles réelles. Ce sont nos enfants qui meurent. Ce sont nos petits frères qui meurent. Ce sont nos maris qui meurent. Et la grande responsabilité ou la grande douleur repose surtout sur la femme. Quand vous perdez votre mari, vous retrouvez cela, élevez vos enfants. Quand vous souffrez, vous élevez un enfant qui, jusqu'à un âge donné, qui vous voyez, vous êtes content que bon, c'est l'avenir de c'est votre avenir, ça. Bientôt, je vais me reposer parce que cet enfant va me relayer. Et qu'un beau matin, pour un rien du tout, qu'on tire à barre réelle sur cet enfant qui perd la vie comme ça, c'est une souffrance qui ne dit pas son nom. C'est une souffrance qui ne dit pas son nom. Donc, nous disons actuellement, nous les femmes, qu'il est temps que nous nous levons. Ce n'est plus une question de parti. Ce n'est plus une question d'ethnie, ce n'est plus une question de religion. Et je pense que toutes ces femmes togolaises ont compris que là où nous sommes arrivés, c'est de faire cette coalition-là, une union où nous allons dire à haute voix non à ce régime sanguinaire qui est en train de tuer le peuple sans aucune pitié. On dirait même que ces autorités ou bien ces gens qui sont à la tête de ce pays ne sont même pas togolais. Parce que je me dis qu'on ne peut pas gouverner un pays et au même moment tuer ses propres enfants. Alors, donc c'est vraiment écœurant. Alors, vous les femmes aussi, est-ce que vous n'êtes pas aussi un problème à la crise, puisque les femmes même ne sont pas unies? Quand je dis les femmes, il y a les femmes du parti au pouvoir, il y a les femmes de l'opposition,
est-ce que vous n'allez pas aussi trouver le juste milieu pour quand même défendre votre cause tout en sachant que vous devez avoir quand même une même vision pour régler les problèmes politiques du pays. Mais je pense que ce sera aussi une autre paire de manches. On va revenir quand même sur cette question fondamentale. Madame Véronique Bataillé, on vous donne la parole pour le dernier mot. Sûrement qu'on va augurer que les jours seront meilleurs pour qu'on puisse régler définitivement cette situation de crise que vit notre pays. Effectivement, la crise qui secoue actuellement le Togo concerne les femmes sont beaucoup plus concernées. Lorsque vous arrivez au grand marché, le plus grand nombre, ce sont des femmes. Ce sont des femmes. Donc, il faudrait que les femmes prennent vraiment conscience. Ça nous inquiète, nous réfléchissons, nous sommes en train de voir comment vraiment nous battre pour arriver pour en finir avec cette crise qui n'a fait que trop durer. Et l'avenir même est incertain avec ce qui se passe. Nous sommes très très inquiets. Merci beaucoup à vous, Madame Bataillé Véronique. Je rappelle que vous êtes la présidente des femmes solidaires du parti OBU. Madame Esther Ghone, coordinatrice des femmes socialistes de la CDPA, et Madame Sabine Dououg, présidente de la Ligue nationale des femmes de l'ADI. Merci d'avoir cette invitation pour parler donc de la thématique de la célébration de cette journée internationale de la femme et surtout de la contribution des femmes à la résolution de la crise politique actuelle du pays. Merci à Francis Daye pour la mise en onde de cette émission. À mercredi prochain.